à une autre, aucune religion n'est meilleure qu'une autre. Et je me souviens d'un officier supérieur qui m'a dit, très choqué, « Monsieur, si vous n'êtes pas convaincu que votre religion est la meilleure, vous devez vous changer de religion. » Vous voyez à quoi on en est réduit. Donc cette ouverture qui est souhaitable est perçue par les autres comme étant insupportable. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons dans cet entretien avec le politologue et le psychologue, mais vous auriez pu être aussi islamologue, Moustapha Benchennane. Qu'est-ce que c'est qu'un islamologue? C'est celui qui tient un discours rationnel sur le fait islamique. Vous êtes un collaborateur, un contributeur régulier de la revue La Défense nationale. Et aujourd'hui, nous parlons ensemble de l'élément islamique dans les rapports internationaux, même si nous avons passé un moment sur une sorte d'exégèse nécessaire et moderne du Coran. Pour cette dernière partie, comment lisez-vous, comment voyez-vous, quelle est votre appréciation sur à la fois ce Proche-Orient, cet Orient compliqué, pour lequel il faut y aller avec des idées simples pour emprunter la parole gaullienne. Cette fameuse laïcité turque, d'aucuns nous disent que c'est le retour du balancier. Il est parti loin avec Mustafa Kemal Atatürk dans les années 30-40. Maintenant, avec Erdogan, ça revient plutôt de l'autre côté. Le balancement du pendule fera en sorte qu'à un moment donné, on viendra à une situation d'équilibre. Et cette situation d'équilibre permettra une vie apaisée, raisonnée, intelligente, harmonieuse entre les données politiques et les données religieuses. Alors j'ai traité de cette question de la Turquie dans un article dans la revue Défense nationale en novembre dernier. Et j'avais intitulé mon article Turquie, Erdogan ou la revanche sur Atatürk. Pourquoi la revanche sur Atatürk? C'est que Atatürk a mené très 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 loin la laïcité, la laïcisation de la société turque. Et on se rend compte des décennies après sa mort qu'on ne change pas la culture d'un peuple par la violence. Il y a une chose que je signale depuis longtemps, c'est que Atatürk n'était pas animé uniquement par une volonté de moderniser son pays. Il y a une dimension que l'on n'évoque jamais, c'est qu'il était dans une approche de revanche, de vengeance contre les Arabes. Pourquoi contre les Arabes? Parce que, là encore, la profondeur historique, les Arabes se sont révoltés contre l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale et ils ont été incités à cette révolte par les Anglais et les Français, surtout par les Anglais. C'est le fameux épisode de Laurence d'Arabie que tout le monde connaît, notamment à travers le film. Et les Arabes ont pris les armes. Les 7 piliers de la sagesse. Voilà. Donc les Arabes ont pris les armes aux côtés des Britanniques et des Français contre l'Empire ottoman qui était l'allié de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Donc les Turcs et Atatürk en particulier ont considéré que les Arabes avaient donné un coup de poignard dans le dos à ce califat, à cet empire ottoman. Et l'une des raisons pour laquelle Atatürk a voulu éradiquer tout ce qui lui rappelait de près ou de loin l'islam, notamment la laïcité, notamment le changement de l'alphabet. La graphie arabe a été balayée. Donc tout ce qui pouvait rappeler de loin ou de près ou de loin l'islam, l'islam étant révélé d'abord à Mohammed qui est arabe, en langue arabe, etc. Donc c'est une dimension importante à avoir à l'esprit pour comprendre la politique de Atatürk. Mais pourquoi je dis dans mon article la revanche sur Atatürk, c'est que il n'a pas réussi à changer les croyances du peuple turc profond. La Turquie profonde, ce n'est pas Istanbul seulement, avec sa modernité, ni Ankara. La Turquie profonde, c'est l'Anatolie.
Et les Turcs, le peuple turc est resté profondément musulman. Donc, la laïcité poussée trop loin, ça donne Atatürk. Et comme vous le disiez, le balancier revient dans l'autre sens. Et alors, c'est momentané, c'est selon les analystes, d'autres disent ah non mais avec l'AKP, avec Erdogan, c'est la réalité de la tradition religieuse islamique qui ne veut pas séparer les questions religieuses d'avec les questions politiques. Et pourtant, la première constitution de la Tunisie, on est en seconde moitié du 19e siècle, avec Khayr ad-Din. À ce moment-là, la Tunisie était un État vassal de l'Empire ottoman et on a été gagné par des idées de constitutionnalisme, de modernité, d'une loi fondamentale à côté, remplaçant même ce que d'aucuns appellent la loi sacrée ou la loi religieuse, cette fameuse charia qui est venue dans son acception drastique plus tard. Mais à mes yeux, il n'y a pas d'incompatibilité entre être musulman et mettre en place un système de laïcité. Les Turcs l'ont fait, on l'a dit dans le contexte que nous venons de rappeler. Le Baas l'a fait d'une autre manière en Syrie et en Irak. Et il n'y a pas de fatalité théocratique sous prétexte qu'on se réclame de la foi musulmane. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'on appelle la laïcité. C'est quoi la laïcité? Alors, si on prend des références comme la France, qui est une référence très importante quand on parle de laïcité, il y a eu la loi de décembre 1905, qui a été très largement inspirée par deux penseurs, Ernest Renan et Ferdinand Buisson. Et quelle était leur conception et leur définition de la laïcité? C'était la neutralité de l'État par rapport à la religion et la séparation du politique et du religieux. L'État neutre entre les religions est tolérant pour tous les cultes, disait Ernest Renan. Et Ferdinand Buisson dit exactement la même chose. Ça a donné la loi de 1905. Aujourd'hui, on en est à une laïcité qui est beaucoup plus intransigeante, beaucoup plus rigide. Et c'est cela qui pose des problèmes aujourd'hui, notamment en France, par rapport à certains musulmans, pas à tous les musulmans. Et donc, quand vous avez évoqué la neutralité, le neutre n'a pas à être incompatible, ni compatible d'ailleurs, puisqu'il est dans sa neutralité à égale distance vis-à-vis des traditions religieuses dont il est censé réguler la cohabitation. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je rappelle aussi que dans le Coran, il n'y a pas de prescription sur l'organisation politique, je dis bien politique, de la communauté musulmane. J'ai fait des recherches sur ce sujet et je n'ai pas trouvé le mot politique dans le Coran. Donc le Coran ne s'occupe pas, contrairement à ce que disent les islamistes, le Coran est notre constitution. C'est une imposture de dire une chose pareille. Le Coran, à aucun moment, ne s'occupe de l'organisation politique de la cité et de la communauté. Les choses se sont faites de façon empirique à l'époque de Mohammed, ensuite à l'époque des califes. Donc quand on me dit, par exemple, l'islam est incompatible avec la démocratie, je dis, mais il n'est ni compatible ni incompatible, il ne traite pas de la question. Les choses sont faites. La question est religieuse voilà, ou islamique, tout à fait. Du point de vue, j'allais dire, de la révélation coranique. Certes, ça c'est pour ceux qui veulent se prévaloir de la révélation, alors que l'organisation de la cité, c'est une délégation faite aux hommes avec le positivisme juridique, c'est-à-dire les lois, la fabrique de la loi doit être une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Ben, nous sommes tout à fait d'accord et c'est l'approche la plus intelligente de la laïcité. Mais je parlais tout à l'heure de la loi de 1905. Vous savez bien qu'aujourd'hui, la laïcité est abordée de façon passionnelle et chez certains, elle est instrumentalisée parce que ils ne supportent pas ce qu'on appelle les aspects visibles ou la visibilité de l'islam. Ostensible. Ostensible. C'est-à-dire le hijab, les accoutrements que portent certains hommes, etc. Et qui ne sont que des épiphénomènes en réalité. Quand on sera plus intelligent, on comprendra qu'à Rome, il faudra vivre comme à Rome, et à Paris, on vivra comme à Paris, et que certaines tenues sont plutôt des tenues afghanes ou nord-africaines, et qu'elles n'ont rien d'islamique, comme certains veulent les présenter. Alors, moi, j'utilise la formule suivante qui est bien française. Je trouve que ces gens-là, ils ne savent pas où ils habitent.
entre guillemets. C'est-à-dire ils sont perdus, ils croient avoir une identité, en réalité